Imaginez un instant, aux portes de Paris, un monde où cohabitent des animaux de toutes sortes et de toutes origines. Tous montrent ici leur grâce, leur mystère et leur beauté. Dans ce monde, l'homme n'est plus le prédateur, ni l'ennemi, mais celui qui observe, qui nourrit et qui soigne. Celui qui peut encore s'émerveiller d'un spectacle unique et sauvage. Ce monde, c'est le zoo de Paris. Bienvenue dans les coulisses de ce parc pour un voyage hors du commun. Un voyage au cœur du zoo de Paris. Le jour se lève. Nous sommes à l'orée du bois de Vincennes, sur un vaste territoire où s'éveillent un millier d'animaux de 150 espèces différentes. Chacun s'empresse de sortir à l'air libre. Dans les enclos, les hommes ont arrangé des conditions de vie au plus proche de la nature. Et si rien ne peut l'égaler, on a pensé au confort et aux habitudes de chaque espèce. Mais le public ne voit les animaux que de l'autre côté des enclos, sans pouvoir les approcher. Alors, exceptionnellement, les soigneurs du zoo de Paris nous ont ouvert les portes de leur monde. Ils nous ont permis de placer nos caméras au plus près des animaux. Surtout, ils nous ont laissé pénétrer un territoire interdit, les loges, où se réfugient chaque nuit les acteurs de la plus belle pièce de théâtre qu'un zoo puisse offrir, la vie secrète de ces animaux. Que s'est-il passé cette nuit dans le silence feutré de la loge des girafes? Un bébé girafon vient de naître. Il n'a que quelques heures. Pour l'instant, les soigneurs restent discrets. La mère est inquiète. Son petit devrait déjà être debout. Enfin, il se lève. Des premiers pas un peu hésitants. Rien d'étonnant, il est encore un peu sonné. Les mères girafes ne se couchent pas pour donner naissance. Alors, au moment de naître, le girafon a vécu sa première grande aventure. Une chute de 2 mètres de haut. Maintenant qu'il est bien réveillé, sa mère lui donne ses premières caresses. Elles sont silencieuses, car les girafes, si elles entendent très bien,
n'émettent que rarement des sons. Un monde de silence. Une naissance dans un zoo est toujours un petit miracle. Le girafon commence à courir. Ça veut dire qu'il est assez solide, maintenant, pour recevoir les premiers soins dont tout nouveau-né a besoin. Il est plus grand que toi. Les soigneurs savent s'y prendre. Vas-y. Ouais. Doucement, mais fermement, ils vérifient qu'il est en bonne santé. La mère, séparée de lui par sécurité, est nerveuse. Elle n'a pas peur des hommes, mais son instinct maternel est plus fort. D'abord, une prise de sang pour vérifier qu'il est en bonne santé. Pour éviter toute infection, on nettoie les restes du cordon ombilical. Ce premier contact est important. Du calme et des caresses. Une sorte d'apprivoisement pour lui éviter plus tard la crainte de l'homme. Vous avez de quoi noter Oui. Donc, antérieur, gauche, L égale 8,5. Je vais lui soulever, il va peut-être bouger. Un petit peu du mal à croire qu'un jour, ça peut défoncer un lion. Défoncer un lion. C'est comme ça dans la savane que les girafes se défendent. Elles ruent avec leurs pattes arrière, avec tant de puissance qu'elles tuent les lions qui osent les attaquer. Ok, donc on peut aller sur la planche. Allez. Doucement. Doucement. C'est bon là? 80. Bah on va l'avoir tout seul, c'est bien. Moi, c'est bon. 64? Parfait. 64 kilos. Avec un poids pareil, le girafon a toutes les chances de vivre. Il paraît en bonne santé. Mais ça ne suffit pas. Les premières heures sont décisives. Avant de rendre le girafon à sa mère, les soigneurs lui ont choisi un nom. Ce sera Douali. Ici, nous pénétrons un autre territoire. C'est celui de Nero. Il appartient à l'une des espèces des lions de l'Atlas. Ce lion est un survivant. Ses congénères ont disparu du monde sauvage depuis longtemps. Nero est une véritable gueule cassée. Les cicatrices qu'il porte sur le museau témoignent d'une longue vie d'affrontement. Depuis peu, Aswad, Bunny et Savannah, trois magnifiques lionnes, ont rejoint Nero sur son territoire. Il les a acceptés. Un des objectifs des soigneurs, obtenir qu'ils forment un groupe solidaire et qu'ils parviennent à perpétuer leur espèce. Qu'ils donnent aux zoos des bébés lionceaux de l'Atlas. Jusqu'ici, Nero et les nouvelles arrivées cohabitent pacifiquement. Pas de grosses bagarres, ce qui est une réussite. Mais Nero n'a pas encore choisi la femelle qui pourrait donner naissance à sa descendance. L'une d'elles est en chaleur. Chez les lionnes, la période peut être très courte. Nero a du flair. Il sait laquelle est disponible pour s'accoupler. C'est Aswad. Mais encore faut-il qu'elle soit d'accord.
Si elle se relève, c'est le signe qu'elle accepte Nero. La parade amoureuse commence. L'approche de Nero est lente, et Aswad, elle aussi, a son mot à dire. Aswad accepte, une fois, rapidement. Après le premier accouplement, d'autres suivent, parfois au rythme effréné de 50 fois par jour. Mais rien ne garantit une future grossesse. Suspense donc, pour quelques semaines. Autre territoire, autre climat. Sous la Grande Serre, c'est la forêt tropicale. Grâce à nos caméras installées dans chaque recoin de cette végétation luxuriante, nous pouvons découvrir des créatures difficiles à observer à l'œil nu avec autant de proximité. Voici Eosi et Belinta, deux femelles lémuriens de l'espèce Grand Apalémur, les premiers de la grande lignée des primates. À Madagascar, leur île d'origine, les apalémurs ne sont plus que 600 à vivre encore en milieu sauvage. Leur espèce est proche de l'extinction. Il n'y a pas que pour les lémuriens que cette grande serre tropicale constitue le dernier refuge. Voici Indigo et Betty, un couple de perroquets ara-hyacinthe d'Amazonie. Avec une couleur si intense, ces perroquets sont les oiseaux les plus convoités des braconniers. Justement, Betty vivait chez des particuliers. Elle a été offerte au zoo par ses propriétaires pour qu'elle ne soit plus seule. Depuis, Betty est tombée amoureuse d'Indigo. Ils vont rester fidèles toute leur vie, car comme la plupart des oiseaux, les ara-hyacinthes forment des couples indissociables, jusqu'à la mort. Ici, à l'abri des braconniers, leur histoire d'amour peut durer très, très longtemps. On a vu des perroquets vivre jusqu'à 80 ans. D'autres pensionnaires de la Grande Serre sont plus discrets et solitaires. Lui, c'est un caïman nain des Amériques. Il a besoin d'une toilette et d'examens de santé réguliers. À force de rester immobile, les parasites des marais et autres micro-algues viennent coloniser ces belles écailles. Apparemment, il se laisse faire. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Il faut juste bien que tu tiennes ici, hein. Pas qu'il se... Attends, il y a la griffe coincée. Ça va, personne s'est pris de tête? Comme d'autres sauriens, il est rapide et d'une force musculaire impressionnante. Il peut se propulser de 2 mètres en 1 seconde.
Cette prise de sang permet aux soigneurs de s'assurer qu'aucune infection ne menace sa santé. Quotidiennement et à tour de rôle, les animaux du zoo de Paris sont surveillés, soignés. La survie de certaines espèces en dépend. Et ce n'est pas parce qu'on a le sang-froid que l'on n'a pas le droit à toutes les attentions. Et ça fait la tête. Est-ce que vous pouvez la mettre le ventre en l'air? Ouais, voilà, super. Cette femelle boa vient de pondre ses œufs. Comme dans toutes les maternités, il faut s'assurer avec une échographie minutieuse que la mère est en bonne santé. Je vérifie juste si elle reste pas des œufs. S'il restait des œufs dans son ventre, il pourrait la gêner et représenter à terme un réel danger pour elle. Donc c'est impeccable. Rien à signaler. L'équipe peut rembobiner ses 2,50 m. Elle est saine et sauve. Cette masse sombre, c'est Tinus. 600 kg, qui flotte allègrement entre deux eaux. Tinus est un lamantin. On n'en voit pratiquement jamais dans les zoos, mais celui de Paris a tout fait pour en adopter un. Équipé d'un énorme museau fouineur ultra sensible, Tinus est en train de se faire avoir par sa gourmandise. L'équipe cherche à l'amadouer, car ici nous sommes aux Pays-Bas. Tinus va déménager et faire un long voyage vers Paris. La méthode pour le capturer consiste à le faire entrer dans ce filet, puis le soulever dans les airs pour le transborder. Tinus a du nerf, l'opération est délicate. Mission réussie. Arrivé à Paris, Tinus peut prendre ses aises dans sa nouvelle demeure, le bassin de la Grande Serre. À son arrivée, pas moins de 10 kilos de salade fraîche lui sont servis. Dorénavant, ce sera sa ration quotidienne. Ces images, aucun visiteur du zoo ne les verra jamais. Seuls les soigneurs sont autorisés à plonger. Et ils ont aménagé à ce gros gourmand un véritable petit Éden d'eau claire et de tranquillité. Tinus n'en laisse pas une miette. Dans le confort de son bassin, il a encore de belles années devant lui. En surface, personne ne rate jamais l'attraction historique du zoo, l'enclos des babouins. Celui-là se nomme Kéfir. Il est le 3e dominant dans la hiérarchie des mâles. Il y a 36 babouins ici, et dans les familles, ce sont les femelles qui font la loi. Voici Pachmalou, la femelle dominante de la plus grande des familles, et elle, c'est Mami Fatou, l'arrière-grand-mère du groupe. Une rumeur incroyable fait la une ce matin. Une naissance aurait eu lieu, cette nuit. La rumeur dit vrai. Et ce n'est pas n'importe quel bébé. Elle se nomme Aro, fille de Riyad. Pèse 1 kg et notre caméra l'a repérée. Si petite et si vulnérable encore. Aucun bébé babouin n'est né ce printemps. Alors, la naissance d'Aro est un événement exceptionnel.
Protégée par les bras de sa mère, la dernière née fait l'objet de toutes les curiosités. Aro est l'attraction du jour. Aro n'est pas le premier bébé de Riyad. Expérimentée, elle est en confiance et permet aux femelles de sa garde rapprochée de participer à la toilette de sa fille. Mais chez de plus jeunes femelles, le bébé représente une telle attraction que la jalousie commence à poindre. Certaines brûlent d'envie d'avoir elles aussi un bébé. L'une d'elles n'y résiste pas. Elle tente de s'emparer d'Aro pour jouer à la maman. Aro est salement bousculée. Si Riyad tient à garder sa fille, sa seule arme est la vigilance. Aro n'est pas une poupée et la jalousie des autres peut tourner mal. Accompagnée de ses proches, Riyad trouve une solution dans la fuite et l'isolement. Si Aro échappait à sa protection, après une journée sans son lait et son affection, elle serait en danger. Il faut avoir l'œil averti du spécialiste pour repérer ce qui se trame. Pour ce premier jour, Riyad a réussi à protéger sa fille, mais d'autres tentatives d'enlèvement sont à craindre. La survie d'Aro ne dépend que d'une chose, la détermination de sa mère. Lunettes noires, queue rayée, prudent et attentif à tout ce qui bouge, Guido, le lémur kata de Madagascar, franchit le pont qui mène sur l'île des Lémuriens. Mais Guido est solitaire. Pourtant, il est le mâle reproducteur attitré des lémurs kata. Apparemment, Guido s'en sort plutôt bien. Les femelles ont eu 3 bébés. Guido les observe de loin. Chez les lémurs kata, la société est matriarcale. Les mâles n'ont pas le droit au chapitre. Ils sont même rejetés du groupe. Ce sont les femelles qui décident de tout. Elles soignent et nourrissent les bébés, jouent avec eux. Elles leur apprennent la vie. Ceux-là sont déjà bien dégourdis. De loin, Guido observe toujours, comme s'il attendait son heure. Et oui, chez les lémurs kata, quand les petits ont bien grandi, les femelles en veulent d'autres. Guido le sent. Bientôt, il sera de nouveau utile. Pendant ce temps-là, dans une autre allée du zoo, un hôte de marque vient d'arriver. 1,5 tonne de muscles. Pourtant, il a peur. Wami, c'est son nom, vient tout juste d'arriver en camion spécial et il n'a aucune envie de quitter sa cage de transport pour rentrer dans sa loge. En réalité, tout animal sauvage coincé dans un espace où il sait qu'il n'a aucune chance de fuite est naturellement sur les nerfs. C'est ça le problème de Wami.
Celui des soigneurs, c'est que Wamy est potentiellement très dangereux. Pour eux, comme pour lui-même. Wamy a eu le courage de passer. Pourtant, s'il est le plus grand et le plus puissant des animaux du zoo, cette grosse bête dissimule sous sa carapace une grande sensibilité. Heureusement, le soigneur qui l'a vu naître l'a accompagné. Wamy s'apaise peu à peu, rassuré par ses caresses. Le voilà qui mange, un bon signe. Visiblement, son stress diminue. Il commence à accepter sa nouvelle demeure. Wamy n'est pas au bout de ses émotions. Une loge, c'est bien pour se restaurer et dormir à l'abri des regards, mais il va bientôt devoir se montrer. Et voilà ses nouveaux compagnons, 3 zèbres de Grévy avec qui il va partager ce vaste enclos. Comme dans la savane, ils se tolèrent très bien. Ils partagent aussi le même drame, ils sont en voie de disparition. Les rhinos sont braconnés pour leurs cornes, les zèbres n'ont plus assez d'espace. Ici, au zoo, ils sont chouchoutés et parfois donnent naissance à une descendance. Un zoo, c'est un immense territoire divisé en une multitude de sous-territoires. Celui des loups est le mieux gardé de tous. Kabar, le vieux loup, en est le maître. Il a 4 fils, Enrique, Gordo, Diablo et le plus jeune d'entre eux, Diego. Kabar se fait vieux, mais ses fils lui obéissent encore. Pourtant, ils sont rongés par leur instinct. Devenir Kabar à la place de Kabar. N'osant défier leur père, les frères passent leur journée à se défier entre eux. Manière de préparer la succession, quand il sera temps. C'est toujours Enrique, le plus teigneux d'entre eux, qui déclenche les hostilités. Il le fait sans en avoir l'air, comme à l'époque où les louveteaux n'étaient que des frères, jouant ensemble. Seule différence, les jeux d'hier ne comptent plus pour du beurre, et Enrique veut le pouvoir. Allié à son deuxième frère, Enrique impose sa supériorité au troisième, qui se couche sur le dos, offrant sa gorge et son abdomen en signe de soumission. Dans l'enclos extérieur, la loi de Kabar règne. Dans les loges, c'est une autre affaire, car chez les loups, une loge devient tanière. C'était trop dangereux pour nous de filmer ici, alors nous y avons laissé nos caméras. Les images sont impressionnantes. La lutte entre les frères ne s'arrête jamais. Le plus jeune n'emmène pas large. Combien de temps encore le vieux Kabar va-t-il pouvoir contenir cette lutte de domination entre ses fils? Sous la grande volière, c'est la paix qui règne.
la paix, la grâce et la beauté. Les flamants roses qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur accomplissent ici leurs parades amoureuses. Ils sont en retard, car de nombreux couples ont déjà fait leur nid. Certains ont même déjà un œuf. Il faut qu'ils restent bien au chaud. Alors pères ou mères, chacun le couve à tour de rôle, sans bouger. Enfin, presque sans bouger, car ces élégants volatiles ne se privent pas de se dégourdir les pattes, de s'étirer. Et ces moments de détente créent parfois la confusion, car des œufs peuvent rouler hors de leur nid. Dans ce cas, les parents ne reconnaissent plus leurs œufs, et des bousculades fréquentes peuvent provoquer de la casse. Alors, les soigneurs ont un subterfuge imparable. Les flamants roses ne voient pas de différence entre ces œufs en plâtre et ceux qu'ils ont pondus. Ni vu ni connu, les précieux petits œufs sont placés en couveuse afin qu'ils restent au chaud, bien protégés. Bientôt, un petit verra le jour. Pour Aswad, la lionne, question petit, il est temps de vérifier si elle en porte dans son ventre. L'enjeu est de taille. Il s'agit de la survie ou non de cette espèce particulière de lion de l'Atlas. Nero est l'un des 50 derniers mâles qui vivent encore dans le monde. Tous les espoirs reposent sur Aswad. Elle a reçu un somnifère qui fait son effet. La dose n'est pas forte, car si elle est bien enceinte, il n'est pas question de risquer d'abîmer ses petits. Oui, ça ressemble. Clairement. L'anesthésie n'agit que le temps nécessaire à pratiquer une échographie. La réponse est irréfutable. C'est non. La descendance du vieux lion n'est toujours pas assurée. Dans les quartiers des Manchots, les eaux sont glaciales, mais on n'a pas baissé les bras. Les petits nés cette saison ne manquent pas à l'appel. La colonie compte fièrement 30 spécimens. Et si tout le monde a l'air de ressembler à tout le monde, il ne faut pas s'y tromper. Chacun ici a sa personnalité. Malgré tout, on plonge ensemble, on s'amuse ensemble, et quand on nage ensemble, c'est de la natation synchronisée. Vivre manchot a des avantages. 30 km/h en vitesse de pointe, l'aptitude à flotter pour la toilette, des capacités amphibies hors du commun, une vision sous-marine impeccable, un plumage totalement étanche et une franche camaraderie. Un monde joyeux et harmonieux, mais pas forcément pour tous. Car si l'on y regarde de plus près, ce n'est pas le meilleur des mondes pour tout le monde. Voici Piglou, tout seul et bien mal en point. Piglou est un vieux monsieur. Son plumage est en train de muer.
Piglou a un problème. Il n'arrive plus à marcher. Même se tenir debout sur ses deux pattes lui est devenu presque impossible. Piglou est malade et il ne peut plus jouer avec les copains. Alors direction la clinique et toujours des soigneurs et vétérinaires attentifs et expérimentés. Examen de laboratoire, radioscopie, test cardio, capacité respiratoire, tout y passe. De retour au bassin, Piglou bénéficie de soins tout particuliers. Et les résultats ne se font pas attendre. Pourquoi t'es trop gros? T'es au régime. Hein? Ça va, Soleil? Sa colonne vertébrale déformée l'est sans doute de naissance, mais son surpoids l'aggrave. Alors, régime spécial. Et si les copains sont verts de jalousie, tant pis pour eux. Oh, t'es tout doux. Moi, je t'embête, hein. Chez les babouins, tout le monde se porte à merveille. Les familles de femelles sont solidaires et hiérarchisées. Mais chacune a le droit de séduire les mâles qu'elle préfère. Nous avons laissé nos caméras au cœur de cette petite société pour en saisir des instants rares et difficiles à voir par le simple visiteur. Nous avons pu ainsi assister à la vie intime des familles. Tout commence ce matin, comme tous les autres jours. Icare, le premier des mâles, fait son petit tour habituel de ses femelles. De loin, il jette un coup d'œil. Haro, sa dernière née, va bien, blottie contre sa mère Riyad. Le rôle d'un mâle comme Icare, c'est la reproduction et la protection contre les dangers extérieurs. Il promène ses 25 kilos de muscles tendus avec cette certitude, être le plus beau, le plus fort, le protecteur de tous, comme de chacun. De leur côté, Riyad et Haro sont au milieu des femelles. Et voilà qu'Icare s'approche d'elle. Nous surprenons un geste expressif. Icare enlace mère et fille dans ses bras, exprimant ainsi son affection. Celle-là, c'est la petite Ayane. Une jeune de 1 an, turbulente, assez grande pour se déplacer seule de groupe en groupe et explorer son vaste enclos. Haro est encore trop bébé pour s'intéresser à autre chose que la fourrure de sa mère. Pourtant, la petite Ayane s'est mise en tête de jouer avec elle. Elle tente ses meilleures pitreries pour attirer l'attention de la petite guenon. Mais une tante corrige Ayane. Haro n'est pas une poupée à la disposition de la première effrontée venue. Elle est trop jeune et fragile pour que sa mère la laisse s'éloigner. La toilette reste une activité quotidienne et répétitive chez les singes. Un moyen efficace aussi d'acquérir les bonnes manières. Même Mamie Fatou y a droit, en priorité bien sûr, car c'est le privilège de l'âge et du rang social que d'être épouillée par des subalternes. L'épouillage est l'occupation préférée des babouins.
On y montre son affection, on y resserre les liens et les alliances, et l'on se dit tout, entre sœurs, tantes, mères et filles. En langage babouin, bien sûr. Ce bichonnet fait tomber les tensions. Peau morte et parasite avec les doigts, puce avec les dents. Tout y passe. Je vais flécher dans 1 minute. Là. Dans les coulisses du zoo, les soigneurs poursuivent leurs soins quotidiens. Des soins aux allures un peu guerrières. Ce mâle antilope Adax a été prénommé Aldo. La fléchette contient un puissant anesthésiant. Pour examiner un animal, il faut souvent l'endormir. Check la respiration. On a combien en fréquence cardiaque? Là, tout à l'heure, on avait 138. Après un rapide examen, les soigneurs se penchent sur ses sabots. Impeccable. Il faut les lui tailler un peu pour lui permettre de marcher confortablement. Et voilà le résultat. Quelques heures plus tard, la grande antilope Adax retrouve ses sœurs et son agilité à la course. Elle est une grande fierté du zoo, car en Afrique saharienne, sa région d'origine, il en reste moins de 300. Guido le lémurien campe sur son arbre, toujours solitaire. Chez ses cousins lémuriens couronnés, les mâles sont mieux traités. Chez eux au moins, les femelles et les mâles se font des papouilles toute la journée. Dans la famille des ventres roux, c'est pareil. Partout, sur l'île des Lémuriens, les couples ou les familles vivent regroupés en rangs serrés. Mieux encore, les 3 espèces cohabitent, alors qu'à Madagascar, leur île d'origine, elles ne se croisent même pas. Lémur kata, ventre roux ou lémur couronné, les 3 espèces sont chacune, dans leur milieu naturel, en voie de disparition. Chaque soir, quand il s'agit de rentrer dans les loges, la hiérarchie entre les 3 familles se met en route. Et qui est rejeté par tous? C'est encore Guido. Malgré ses ruses, il ne parvient pas à forcer le passage et le ballet des préséances commence. Comme d'habitude, ce sont les ventres roux qui tiennent le pont. Ils sont les plus forts, les premiers à rentrer, les premiers à sauter sur le dîner.
Enfin, quand tout le monde est passé, Guido, prudemment, circonspect, s'avance. Il finit par entrer, le dernier, comme toujours. Quand la nuit tombe, le zoo ferme ses portes. Mais la vie continue pour les animaux, à l'abri, dans les loges. Et il n'y a quasiment pas d'exception. Grand ou petit, la règle est la même pour tous. Et chaque jour, à la même heure, c'est le même rituel. Certaines espèces vivent principalement la nuit. Une fois encore, grâce à nos caméras haute sensibilité laissées dans les loges, voilà ce qu'aucun visiteur du zoo ne verra jamais. Les roussettes, frugivores, sont les plus grandes chauves-souris de la planète. Elles peuvent atteindre une envergure d'1,50 m. Leurs bébés profitent des grains de raisin laissés par les soigneurs avant la tombée de la nuit. Capables de voler plus de 20 km pour chercher leur nourriture dans le milieu sauvage, on ne les voit jamais que la tête en bas, sauf dans une situation bien particulière, quand elles font leurs besoins. D'autres animaux, comme ceux venus de l'extrême pointe sud d'Amérique latine, habitués au froid, restent au grand air. Leur immobilité dans la nuit est instinctive, héritée de leur vie en milieu sauvage. C'est une protection contre les prédateurs. Nouveau matin et rituel immuable. Les animaux se réveillent. Et les soigneurs démarrent la journée. Des centaines de kilos de nourriture, des produits frais, sont livrés tous les jours. Il y en a pour toutes les espèces et pour tous les goûts. Livraison à domicile et menu à la carte. De nos jours, les animaux du zoo ne sont plus capturés dans la nature. C'est interdit depuis la fin du XXe siècle. Allez les filles! Allez les filles! Salut les doudous! Depuis plusieurs générations, tous les animaux sont nés dans les zoos, ou bien ils sont donnés par des particuliers qui ne savent plus quoi en faire, ni très bien s'en occuper. Allez, la maman. Viens ma belle. Viens ma bébête. Les animaux nés en captivité ne savent plus chercher et dénicher leur nourriture par eux-mêmes. Alors,
on la leur apporte dans les meilleures conditions. Le rituel du nourrissage n'est pas le seul plaisir auquel les animaux aiment s'adonner. Un autre moment fort de leur journée, incontournable, est celui de la gymnastique quotidienne. Dans le jargon des zoologues, on appelle ça les entraînements médicaux. C'est rien, ça va. Tranquille. Tranquille, mon gars. C'est bien ça. Pour les animaux, c'est le moment de la confiance, de la connivence. Ceux où la frontière entre l'animal et l'homme s'estompe. Celui où la tendresse est la seule règle. Nora l'otarie, avec ses 100 kilos, peut tuer un homme d'un seul coup de ses mâchoires ou de ses nageoires. Au fil du temps, Nora a donné toute sa confiance à ses soigneurs. Pas besoin de somnifères pour découvrir si oui ou non Nora attend des petits. Bien. Ça va, tranquille, tout va bien. C'est bien? Bien, Nora. Pour les félins, le besoin d'exercice est tout aussi vital que chez les otaries. Comme les autres animaux du zoo, ils portent en eux la dimension des espaces sauvages. Leurs enclos, aussi grands soient-ils, resteront toujours trop petits. Alors, les soigneurs ont imaginé un dispositif qui permet de réveiller l'instinct de leurs pensionnaires et de leur dérouiller les muscles. Tegu, le puma des Andes, est irrésistiblement attiré par l'odeur de ce pain de graisse, suspendu volontairement hors de sa portée. Il va lui falloir déployer de la force, de l'agilité et de la ruse pour satisfaire son appétit. Même combat pour les singes capucins d'Amérique centrale. Eux, ce n'est pas avec de la graisse qu'on les intéresse, mais avec l'énigme d'une noix de coco avec laquelle il faut se creuser la tête pour réussir à l'ouvrir. De l'ingéniosité et beaucoup de patience. Beaucoup de patience et peut-être une collaboration. Ailleurs, cette immense carcasse suspendue en hauteur, nul doute, elle a de quoi ranimer les instincts. Qui va se risquer en premier ? Aswad, la plus intrépide, se lance la première. Nero est un lion qui se respecte. Et les lions, ça ne chasse pas, ça prend sa part. Aswad va devoir attendre. Dans la savane, on appelle ça la part du lion. Pas question que dans un zoo, les bonnes habitudes se perdent.
Nero a dévoré presque la moitié de la carcasse. Sa souplesse, sa force et son agilité, tout a été mis en œuvre et exercé. Alors seulement, les lionnes s'approchent. Et chez elles aussi, l'instinct se réveille. Excellent pour se maintenir en forme. Depuis quelques jours, Wami le rhinocéros blanc n'est plus seul. Un autre jeune mâle est arrivé. Il se nomme Angus. Un peu intimidé au départ, Angus s'est habitué à la présence visuelle de Wami. À force de se voir à travers les barreaux de leur loge voisine, ils ont un peu appris à se connaître. Allez, Wami. C'est bien. Aujourd'hui est un grand jour. Ils vont pour la première fois se rencontrer, se croiser. Là encore, nous sommes les témoins privilégiés d'une scène peu ordinaire. Wami, qui connaît bien les lieux, est déjà dehors. Reniflant tout sur son passage, il montre des signes de nervosité. Nouveau venu, Angus se méfie de tout. Il est prudent et circonspect. Il suit à l'odeur la trace de son congénère. C'est bien ça, Gugus. C'est bien ça. Wami observe, sur ses gardes. À l'intérieur, l'autre hésite encore. Étrangement, il adopte une stratégie toute particulière. La reculade. Comme si pour lui le danger ne pouvait venir que de l'intérieur. Si tu veux. C'est possible. C'est bien gros. Wami et Angus sont deux mâles. Ils sont encore assez jeunes pour ne pas se défier et n'ont aucune raison de s'affronter. Pas de femelle ici pour attiser une quelconque compétition entre eux. Pourtant, la tension entre les deux mastodontes est palpable. Ok. Les deux titans se jaugent du regard, se sentent, se reconnaissent, s'esquivent. À ce moment précis, les soigneurs savent que tout peut arriver. Mais voilà, Wami et Angus, malgré cette taille et ce poids imposant, se lancent dans une course joyeuse dans la boue, comme de simples gamins. Chez les babouins aussi ça bouge, mais de colère. Kéfir, le troisième des mâles dominants, est très énervé. Il doit faire le ménage dans son harem. Des femelles s'agitent, se mutinent. L'une d'elles est en chaleur. Un cul rouge, comme on dit. Elle se nomme Rumbumba. Et comme son état la rend très séduisante, elle est devenue ambitieuse. Elle veut quitter le harem de Kéfir pour rejoindre celui d'Ikar. Dans le groupe des femelles d'Ikar, il y a Riyad et Haro. Et comme ce sont les femelles qui décident de tout, il va falloir discuter si, oui ou non, on peut accepter une nouvelle dans le groupe. La discussion est houleuse. Une nouvelle venue n'est pas du goût de chacune et on en vient aux mains. Haro est apeurée. Sa mère la serre contre elle. C'est sa première altercation de femelle. Et ce ne sera pas la dernière. Haro va devoir s'y habituer.
Pour protéger sa fille, Riyad est prête à tout. Kéfir, en revanche, poursuit Rumbumba car il refuse de la laisser partir. Du haut de son donjon, Icare observe le champ de bataille. C'est entre les mâles, maintenant, que tout va se jouer. Il leur faut régler leur compte entre eux. Icare prend de la hauteur. Si Kéfir veut garder Rumbumba, la confrontation est inévitable. En effet, Kéfir tente encore de récupérer Rumbumba en lui passant un savon. Pour Icare, c'en est trop. Rapide comme l'éclair, Icare a donné une leçon à Kéfir et s'en sort avec une estafilade sur la fesse droite. Rien de grave. L'important, c'est garder la suprématie. Il pèse combien? 24 kilos. 24. Kéfir, en revanche, a payé le prix fort. Dans la bagarre, il a bien failli perdre une patte. Le diagnostic est sérieux. Muscles sectionnés. Il faut faire vite. Si Kéfir est retenu trop longtemps loin du groupe, il court un danger pire que perdre seulement une femelle. À son retour, il pourrait avoir perdu tout son harem. Même dans la sécurité et la paix, sous surveillance d'un zoo, le monde des babouins est un univers impitoyable. L'anesthésie est donc légère. Kéfir doit pouvoir reprendre ses esprits rapidement. C'est pas trop grave. Ce serait un autre animal plus simple à gérer, on pourrait poser un drain. Mais là, ça sert à rien parce que en 3 heures, il aura le drain dans la main. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'ISO? Il n'y a plus de Sebo? Si? Kéfir montre des signes anormaux de nervosité. Son sommeil est agité. Remis de ses émotions, Kéfir a rejoint le groupe et, surprise, il est loin d'être rejeté. Au contraire, il fait sensation. La pluie vide le zoo de ses allées. Et pour les animaux, c'est selon l'humeur et les habitudes de chacun. Certains se protègent, d'autres s'en donnent à cœur joie.
Dans le clan des loups, on ne se bat plus. Enrique et ses frères semblent désorientés. Ils cherchent quelque chose. Où est Kabar? Le vieux patriarche les a-t-il abandonnés? Les loups ont un sixième sens. Et aujourd'hui encore, il n'a pas trompé les 4 fils du patriarche. Kabar est mort au petit matin. Les soigneurs ont trouvé sa dépouille et l'ont ramené en clinique pour autopsie. Ce matin, il y avait Gordon qui ne voulait pas sortir. Il était, en fait, Benjamin l'a trouvé ce matin, il était couché avec Kabar. Pour moi, je pense qu'il l'a étranglé, quoi. Parce que j'ai regardé ce matin, t'as vu à la gorge? Ouais, mais après ça veut pas dire, on va regarder. Il s'est fait certes choper au cou, mais ça a juste procuré un hématome sur le muscle brachiocéphalique qui va de là à là. Mais en dessous, il n'y a pas de lésion. Le vieux loup aurait-il été pris à la gorge par l'un de ses fils? Alexis, chef vétérinaire du zoo, se concentre et pousse les investigations. Alors là, par contre, c'est autre chose. Il y a des ulcères, et puis il y en a beaucoup. Ouais. Verdict, mort naturelle causée par des ulcères perforants. Kabar n'a donc pas été victime de ses fils. Enrique, Diablo, Gordo et Diego sont maintenant orphelins. J'ai l'impression qu'ils cherchent comme... Ouais, ils le cherchent. Ouais. Et ils le savent, le sentent. Ils ont l'air de tous attendre qu'ils reviennent. Ouais, ils sont paumés. Hein. Même s'ils se battaient pour rivaliser avec lui, Kabar était leur guide. Les loups ont besoin de hiérarchie. Ils ont besoin d'un leader. Un nouveau chef va devoir s'imposer. Le jour J est arrivé pour les parents à plumes roses. Adieu le plâtre et retour des œufs. Le tour est joué, et comme si de rien n'était, les flamants roses s'approchent pour l'heureux événement. Un petit craquement et les premiers signes de vie s'annoncent. Pendant que papa ou maman finit de bien nettoyer le nid, le poussin a le temps qu'il faut pour se débarrasser de sa coquille. Voici les premiers-nés. Première leçon, apprendre à reconnaître le bec de ses parents. C'est lui qui contient la nourriture. Deuxième leçon, mémoriser leurs cris pour ne jamais les perdre. Et pendant ce temps-là, les allées et venues se poursuivent dans le zoo. Roy, un jeune mâle girafe, doit partir pour se reproduire ailleurs. Il est si grand qu'il lui faut un van à hauteur réglable. Dans le groupe des girafes de Paris,
il y a trop de mâles reproducteurs. Ailleurs, quelque part en Europe, Roy trouvera des femelles qui n'attendent que lui. Roy sent bien qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Les girafes sont très sensibles, mais Roy, en plus, est très émotif. Sans le système de sas, imparable, Roy ne serait jamais entré dans cette boîte étroite. C'est toujours une tristesse pour les soigneurs de voir partir un animal. Et l'on dirait bien que c'est réciproque. Mais ainsi va la vie des zoos. On s'attache, on s'apprivoise, mais c'est avant tout le bien-être et l'avenir des animaux qui priment. La famille girafe n'en a pas fini avec les événements du jour. C'est au tour de Douali de vivre une grande aventure. Pas encore sevré, il est quand même assez grand pour avoir le droit de manger à la table des adultes. Il a pris du poids et de l'assurance. L'espace des loges devient trop étroit pour gambader. Aujourd'hui, il va sortir au grand jour. Et c'est un peu comme une nouvelle naissance. Fais gaffe à Adeline. Sans les encouragements de sa mère Adeline, aucune chance que Douali quitte les loges. Allez Adeline, dehors. Alors c'est elle qui sort la première. Laisse-la partir. Oh, c'est moi que j'arrive petit. Allez mon petit girafon. Laisse faire. Laisse faire, voilà. Et moi ce petit machin. Mignon, hein. Première étape, un sas extérieur avant l'enclos, histoire qu'il prenne la mesure de son nouvel environnement. Voilà, c'est parfait ça. Là c'est bien. Beaucoup de soleil derrière, ça y est. C'est ça, ça va lui faire du bien. Là. Sa mère encourage son petit du bout de son museau. Il est fier. Hein. Ah, il va prendre le soleil, ça va lui faire du bien, ces petits os. Comme pour le rassurer, les adultes tournent doucement autour de lui. Hop. Au revoir. Vas-y. Quand les portes se ferment, interdisant tout retour dans les loges, le girafon est presque acclimaté. Tout s'est passé en douceur. Dehors, Douali découvre ses nouveaux voisins. De nouvelles espèces. Autruches, koudous, paisibles créatures qui partagent son enclos. Un jour viendra où il va devenir un grand mâle. Mais il a encore le temps. Aro a bien évolué, elle aussi. Le temps de l'émancipation commence pour elle.
toujours sous la surveillance étroite de sa mère ou de ses tantes. Mais elle n'a plus qu'une seule idée en tête, jouer pendant des heures. Aswad et Nero ont eu une nouvelle période d'accouplement. Alors de nouveau, l'échographie est l'heure de vérité tant attendue. Je suis pas droit là pour l'instant. Un Doppler sur le cœur. Là. Voilà. Oh putain. Yes. Ah, génial. Et cool. Bien, ma belle. Il n'y a pas qu'un, ni deux, mais 3 lionceaux. Et chacun des 3 présente une morphologie parfaite. Là, on a la colonne vertébrale, là. Il a le dos, il a l'envers. On voit les côtes. C'est une complète réussite. Cette espèce mythique, issue du lion de l'Atlas, qui hantait les arènes de Rome au début de notre ère, ne s'éteindra pas. Sa descendance est assurée. Depuis le départ de nos caméras, Guido est accepté par les femelles. Piglou a perdu du poids. Il peut à nouveau nager avec ses copains. Enrique est le nouveau chef des loups. Chez les babouins, Icare reste le maître. Quant au rhinocéros, il court toujours.